Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lendemain de long week-end de la Pentecôte. C'est le mardi 21 mai avec à la présentation du journal ce soir Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Laure et bonsoir à toutes et tous. Notre premier invité a parcouru 2800 km à travers la France. Et oui Laure, en mars, Yannick Duté quittait Allonne pour rejoindre Marseille en vélo solaire. Un défi hors norme, passionnant qu'il va nous raconter dans quelques instants. Et puis dans la suite, nous recevons Grégory Chaquin, éditeur chez Libra Diffusio, qui vient nous présenter ses coups de cœur du trimestre. On va parler sport et Jeux Olympiques. Forcément, on suit l'actu. Mais tout de suite, place à l'info. Au sommaire de l'actu, en ce mardi 21 mai, du basket en public et en plein centre-ville. L'Open Plus Super League du Mans s'est déroulé ce week-end. Un tournoi de basket 3x3, une discipline olympique peu connue aussi, à laquelle a participé une équipe sartoise. Rencontre dans ce journal. Pulsar, une 30e édition réussie au Fonds international d'art actuel. Puis le 7e art en parle beaucoup de lui en ce moment. Artus, son film, un petit truc en plus, fait un carton dans les salles obscures, y compris en Sarthe. Mais on ouvre ce journal avec un mot de météo d'abord. Et oui, alors la Sarthe reste en vigilance jaune, orage, pluie et inondation selon Météo France jusqu'à mercredi minuit. Plusieurs routes sont actuellement barrées ou partiellement inondées dans le département. C'est le cas de la RD 115 à Piacé, la RD 112 bis et la RD 139 à Moncé-en-Blain, la RD 284 à Marigny-l'Allier, la RD 134 à Vion ou encore la RD 37 à Bazouges, Cré-sur-Loire. Soyez donc prudents dans les prochaines heures sur la route. C'était l'événement place des Jacobins tout le week-end. Vous l'avez peut-être vu, l'Open Plus Super League du Mans, des tournois de basket 3 contre 3. Et oui, c'est une autre forme de basket qui se dispute sur demi-terrain. Une épreuve olympique où les Bleus se sont qualifiés dimanche soir pour les Jeux Olympiques. Et parmi les équipes en compétition, au Mans, ce lundi, l'une d'elles est sartoise et est affiliée à la Fédération française de basket. La seule du département rencontre avec cette équipe The Monster avec Colin Ancel et Romain Hubert. La Grinta, comme Rangen, The Monster affiche sa détermination. Il s'agit du seul club de Sarthe affilié à la fédération en basket 3-3. C'est en essayant cette discipline il y a 2 ans que l'idée de créer une association a germé. On est quand même une terre de basket et je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas vraiment d'équipe 3-3. Donc avec des potes, je me suis dit, les gars, venez, on monte une équipe et on fait le circuit français. Et j'ai envie de faire vraiment quelque chose de structuré et de vraiment propre. Donc on a créé une association en janvier 2022 à peu près. Aujourd'hui, il y a très peu de professionnels 3-3 en France en tout cas. Et nous, on sait que on sera jamais pro 5-5 ou pro 3-3. Le but, c'est juste de prendre du plaisir, de s'amuser et de kiffer ensemble, quoi. Joueurs de 5-5 pendant la saison, les protagonistes s'essayent sur demi-terrain avec des conditions de jeu bien différentes. Le fait qu'on soit en 3 contre 3, je trouve que c'est plus facile pour se faire des espaces, pour aller marquer tout ça, qu'en 5-5. Il y a beaucoup moins de fautes de sifflet, ça joue un peu plus dur. Et puis il n'y a pas de favoris. Tout le monde peut gagner. Tout le monde a son importance dans une équipe 3-3, il n'y a personne qui est mis derrière. Et quand on est 4 sur le terrain avec le remplaçant, c'est pour y aller à fond et être vraiment ensemble. C'est les grosses différences que je vois avec le 5-5 aujourd'hui. Pour s'entraîner, The Monster utilise les infrastructures d'autres clubs et notamment l'hiver. Pour ses équipes masculines et féminines, ces tournois, comme ici au Mans, leur permettent d'attirer l'œil de potentiels partenaires, surtout en battant des équipes étrangères comme ici les jeunes Grecs. Je dirais qu'on est polyvalent quand même. On a des gros gabarits, des petits gabarits, ça shoot, ça drive, ça défend fort. Puis même on s'entend tous super bien, super ambiance, impeccable. Malheureusement au Mans, leur aventure s'arrête en quart de finale. Le but de The Monster, continuer de s'étoffer pour briller lors des tournois organisés partout en France. Et prouver qu'à 3 aussi, la Sarthe est une terre de basket. Il est peut-être en train de devenir l'un des films français les plus vus du cinéma. Et oui, est-ce que vous l'avez vu, Laure? Un petit truc en plus d'Artus. Et j'ai beaucoup aimé. Eh bien, justement, il est sorti il y a 3 semaines. Il atteint déjà des sommets à l'échelle nationale. Le film vient de dépasser les 3 millions d'entrées, dont 25 000 au CGR de Saint-Saturnin. Ce qui en fait le deuxième cinéma en France à réaliser le plus d'entrées, avec parfois des salles combles comme ce week-end. Regardez. Au CGR Saint-Saturnin, une salle quasiment complète pour cette séance d'un petit truc en plus. Alors forcément, ça met en joie les membres de l'équipe du cinéma et son directeur, Laurent Baricot. On l'écoute.
À la minute à laquelle je vous parle, Saint-Saturnin, le CGR, est le 2e cinéma de France avec 59 entrées de retard sur le plus gros cinéma de France qui est le Kinépolis de l'Homme. Donc on est assez fiers. On sait par expérience que le CGR de Saint-Saturnin a une forte notoriété sur les films populaires et familiaux. Et en l'occurrence, un petit truc en plus correspond parfaitement bien à ce typologie de clientèle. Ça serait un vrai beau cadeau de recevoir Artus et toute l'équipe du film pour fêter le succès de ce film. L'appel est lancé donc. Allez, le salon Pulsar s'est terminé ce lundi de Pentecôte. Une 31e édition et une 2e année dans les locaux du FIA, près de la Visitation au Mans. Elle a rassemblé une trentaine d'artistes et pas mal de visiteurs aussi, comme a pu le constater Roman Hubert. Peinture, sculpture, photographie surplombent les murs du FIA, le Fonds international d'arts actuels. Les artistes contemporains expriment leurs œuvres aux visiteurs. Pulsar touche à sa fin, c'est l'heure du bilan. Nous avons dû affronter un week-end très très long, le premier week-end, la première session. Donc il y a eu un peu moins de monde. Et là, la deuxième session, nous avons rattrapé le retard, ce qui fait que nous avons eu autant de visiteurs que l'an dernier, à peu près 5000 personnes. C'est la 31e édition et par rapport aux premières, le choix des artistes a changé. Pendant de nombreuses années, nous avions beaucoup plus de place et nous étions dans plein de lieux différents. Et donc on sélectionnait 50 artistes parmi 500 dossiers tous les ans. Et là, maintenant, depuis qu'on est au FIA depuis 2 ans, nous choisissons de retenir des artistes qui ont déjà été sélectionnés les années précédentes. Pulsar, un concept d'exposition qui permet aussi aux artistes de vendre leurs productions. J'ai pu vendre, depuis que je suis là, entre autres ma vache qui m'était très chère et je suis heureuse qu'elle peut rester ici au Mans. Aux côtés de ces tableaux, des sculptures en verre soufflé, des dessins textiles, au total, ils étaient une trentaine d'artistes sur ces 2 week-ends. Le Fonds international d'art actuel qui accueillera d'ailleurs sa prochaine exposition dès ce vendredi 24 mai. 70 œuvres inédites issues des collections seront présentées jusqu'au 13 octobre. Information sur fia-lemans.com. C'est le moment, pensez-y, si vous avez besoin de renouveler votre pièce d'identité, carte d'identité ou passeport. Et oui, avant les congés estivaux, les services de la préfecture vous recommandent d'anticiper le plus possible vos demandes afin d'obtenir les titres dans les délais. Actuellement, il faut compter en moyenne 20 jours pour obtenir un rendez-vous et l'impression du titre peut être délivrée dans le mois suivant. Ce n'est pas toujours le cas, encore moins à l'approche des vacances. Alors n'oubliez pas qu'il n'y a pas que Le Mans. En Sarthe, 38 communes sont équipées pour vous recevoir. Et s'il n'y a pas de place dans votre ville d'habitation, eh bien vous pouvez donc vous présenter ailleurs. Vous l'avez peut-être remarqué, Enzo vient de se déplacer vers l'invité qui, lui, n'a pas eu besoin de passeport ou de pièce d'identité pour gagner son pari, traverser la France en vélo solaire. Parti d'Allonnes en mars, il est revenu ce vendredi en Sarthe. Bonsoir Yannick Duté. Bonsoir, merci. 2800 km en 2 mois et demi, c'est ce qu'affiche le compteur de votre vélo solaire. Vous avez traversé Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Première question qui vient à l'esprit, pourquoi ce voyage ? Alors ça s'appelle la Transiscapade, donc l'escapade au cœur de la transition. Et dans ma tête, j'ai l'impression d'être à la quête de quelque chose, de voir, on va dire, de voir le monde différemment. Et ce qui m'amène au contraire à être beaucoup plus proche du monde tel qu'il est au final de ce voyage. Je pense que c'est à force de parler d'alternatives, de manière de voir les choses différemment. Au final, c'est une espèce de quête philosophique qui m'amène à voir le monde tel qu'il est. Derrière ce message philosophique, est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'objectif de montrer que c'est possible de faire de longues distances avec un véhicule alternatif, là, c'est-à-dire un véhicule avec des panneaux solaires ? Voilà, c'est aussi l'histoire de montrer des alternatives quand même. Et donc ça fait depuis 1 an à peu près que j'ai cofabriqué ce Vélio, qui est un vélo, on va dire, associatif. C'est-à-dire que c'est une association qui s'appelle Vélo solaire pour tous, qui dépose en open source tous les plans, les notices, et il y a une communauté derrière avec des forums, des choses comme ça, pour que vous puissiez vous-même fabriquer votre vélo solaire à l'avenir en achetant les pièces et en le cofabriquant. Donc concrètement, ce vélo, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il a combien de panneaux solaires ?
Alors, il a un panneau solaire, il a des batteries, il a un petit moteur et on reste dans les 25 km/h et on rentre dans les pistes cyclables parce qu'il fait 80 cm de large. Donc, en fait, on peut aller partout sur les pistes cyclables, on va dire, et les petites routes communales, campagne, et c'est très agréable. Quand vous êtes parti, forcément, vous avez mûri le projet, vous y avez réfléchi. Mais est-ce que vous imaginiez tenir aussi longtemps? Quand on voit 2800 km avec votre vélo, qu'on a vu à l'image tout à l'heure, est-ce que vous imaginiez véritablement faire un Tour de France aussi grand? En fait, l'idée aussi, au niveau personnel, c'était de partir un petit peu à l'aventure. C'est-à-dire ne rien prévoir. D'accord, et de laisser les choses venir au fur et à mesure, parce que j'étais beaucoup dans le contrôle, où je le suis encore, mais et là, de voir comment la vie a pu m'apporter de l'aide, des rencontres sympathiques, et le fait que tout se passe très bien, y compris la météo, surprenante, mais pourtant j'ai eu du soleil presque dans tout mon voyage. Vous n'avez pas eu trop de difficultés techniques, si je puis dire? Peu de difficultés techniques. Le Velio a vraiment montré sa robustesse parce qu'on dit souvent qu'il est lourd. En effet, il est monté avec des écrous, etc. Et donc, il n'est pas soudé et il est fait avec des pièces qu'on trouve dans le commerce. Et l'objectif, voilà, c'est de se débrouiller soi-même, mais en contrepartie, il est un peu lourd. Et donc, il fait 70 kg le vélo tout seul, avec tout. Et plus les bagages, on va dire 60 kg. Et moi, on était bien presque à 200 kg, quoi. Vous le disiez tout à l'heure, le voyage, ça a aussi été des rencontres. Vous avez d'ailleurs fait partager votre aventure sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur votre site. C'est ce que vous appelez la Transiscapade. Ces rencontres, c'est vraiment ce qui a marqué votre aventure, ce qui vous a aussi forgé finalement, ce qui vous a fait tenir. Et c'était aussi pour ça que je le faisais, puisque c'était à la fois une rencontre des territoires et de comment les gens vivent, et de leur parler éventuellement d'alternatives, mais sans chacun est libre d'y aller ou pas, et d'être, on va dire, assez tranquille en fait le long du voyage. Et au final, j'ai rencontré quand même des gens qui étaient dans l'alternative, principalement du vélo, puisque j'ai utilisé un site qui s'appelle Warm Shower et qui permet douche chaude, et qui permet justement d'être avec des cyclistes qui hébergent d'autres cyclistes. Donc moi maintenant, à mon tour, d'héberger d'autres cyclistes qui passeraient par Allonne, par exemple. Est-ce que votre vélo, vous vous en servez au quotidien de ce vélo solaire? Est-ce qu'à l'avenir, pour vous, c'est un objectif de vous passer totalement de véhicules thermiques? Alors totalement, peut-être pas. Je pense que c'était un test pour voir de quoi j'étais capable, est-ce que ça se faisait facilement. Et on se rend compte qu'on a un rapport au temps complètement différent, puisque d'une journée à l'autre, pour faire 40 km, on passe notre temps à pédaler. Et donc, je dois arriver dans une nouvelle ville, trouver des hébergements, trouver de quoi manger, trouver des endroits pour gérer des besoins personnels. Et en effet, je m'étais entraîné un petit peu depuis un an ou deux à faire du vélo. Et depuis que j'ai le Velio, c'est vrai que la voiture reste au garage le plus souvent possible. J'étais embêté par la pluie et donc j'ai installé une espèce de bâche plastique devant qui fonctionne plutôt bien. Et donc, pendant, on va dire, 8 mois avant de partir, j'ai quand même essayé le vélo souvent, dans certaines conditions de froid, de pluie, pour voir si c'était OK de partir. Mais vraiment, je m'y suis pris deux semaines à l'avant. Donc, rien n'était prévu. J'ai fait l'itinéraire la veille. Voilà, il y a plein de choses que j'ai fait la veille. C'était vraiment à l'arrache. Est-ce que vous prévoyez de repartir prochainement à l'aventure avec ce vélo? Alors j'aimerais bien tester encore plusieurs choses, notamment le fait de vivre, c'est-à-dire de pouvoir dormir dans le vélo parce qu'il est assez long, il fait 2 mètres. Donc, faut un petit peu l'aménager peut-être. Il faudra l'aménager avec des choses légères pour pouvoir dormir dedans, un petit peu à la mode camping, quoi. Et ce que je n'ai pas pu faire là, j'avais pas emmené de tente, donc, parce que je ne savais pas quoi faire du vélo pendant que je dormais. Donc au final, le fait de dormir dedans, si on vole le vélo, on me vole avec, ça va. Et donc je m'étais préparé à la fois physiquement, un petit peu, mais sans plus, quoi. Merci beaucoup Yannick Duthé. Alors on peut suivre l'aventure que vous avez faite justement sur votre site transiscapa.de, et puis sinon il y a une page YouTube Transiscapade. Merci beaucoup. Sur les réseaux, Instagram, Facebook, et voilà.
J'essaie d'être partout. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau et félicitations pour cette belle aventure. On parle d'aventure olympique dans la deuxième partie avec Libra Diffusio, Grégory Chacun qui nous donne ses coups de cœur du trimestre. Une page de pub, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours de la semaine. Et malheureusement pour votre soirée, des conditions météo qui resteront encore assez perturbées sur l'ensemble du territoire. À l'image de cette carte, vous le voyez, encore de nombreux nuages qui malheureusement resteront en compagnie de précipitations. Le parapluie restera l'action indispensable si vous devez sortir au cours de cette soirée. Côté température, elles resteront plutôt douces, entre 16 et 17 degrés. 16 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore du côté de Mamers. 17 degrés pour Tours, pour Blois, encore pour La Flèche, idem au Mans, la Bazo, Jeux-Pont-Valin ou encore du côté de Malicorne. Pour la journée de mercredi, journée des enfants, un temps à peu près calme en matinée, mais calme ne veut pas forcément dire ensoleillé. Vous le voyez, on restera toujours sous ces perturbations. Celle-ci sera plutôt essentiellement nuageuse. Côté température, elles évoluent entre 10 et 12 degrés. Au petit matin seront les températures minimales. 10 degrés à Vendôme, pour Blois, encore pour Angers, 11 degrés pour La Flèche et 12 degrés au Mans. Pour la suite de votre journée, quelques timides rayons de soleil, mais attention toujours entre deux averses, des averses qui resteront généralisées sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Quant aux températures, elles évoluent entre 18 et 20 degrés. Alors globalement, les températures, elles resteront plutôt de saison. 18 degrés pour Laval ou encore pour Ciel-le-Guillaume, 19 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Pour Angers, 20 degrés au Mans. Pour la journée de jeudi, les averses se feront de plus en plus rares. Les températures globalement stationnaires. Et puis pour la journée de vendredi, à nouveau un temps un petit peu plus agité, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez les amis une excellente journée. Retour sur le plateau de Quotidien avec la qualité de l'air. Nous connaissons en ce moment ce qu'on appelle en langage scientifique des conditions dispersives atmosphériques. Ça veut dire qu'il y a de la pluie et du vent, très concrètement. Ce mercredi, l'indice de la qualité de l'air sera donc majoritairement moyen sur la région des Pays de la Loire et très localement dégradé sur la côte océanique du territoire. Allez, on passe à l'invité de la suite. Et oui, on parle sport ce soir avec Grégory Chacun, éditeur de chez Libra Diffusio. Bonsoir Grégory. Bonsoir Enzo, bonsoir Laure. Ce soir, 3 ouvrages, l'un sur les Jeux Olympiques, un autre sur la Formule 1, mais on commence tout de suite avec l'histoire d'un joueur de football. Et oui, un joueur de foot mythique. Alors, c'est un livre d'Emmanuel Faure qui a été écrit, alors vous allez deviner qui, après. C'est son premier ouvrage, donc c'était important aussi de le signaler. Alors, on va commencer les petites devinettes. Si je vous dis « a porté 76 fois le maillot de l'équipe de France ». Vous savez, Laure? Non. Bon, il n'y en a pas une grande quantité. Je connais le livre, mais si vous me disiez juste ça, je dirais un de 98. Mais bon, c'est pas tout à fait ça. On va encore décaler. Ouais. A participé à 3 Coupes du Monde. Ça, déjà, c'est pas mal, mais voilà. A remporté le championnat d'Europe en 1984. Et là, il faut chercher quelqu'un qui est plus local, quoi. Voilà, quelqu'un qui a fait une grande partie de sa carrière au FC Nantes. Et je termine par cette apothéose qui nous a fait pleurer le 8 juillet 1982. Je suis Maxime Bossis. Je suis Maxime Bossis, exactement. Alors, c'est assez étonnant parce que c'est un homme d'une très très grande humilité et c'est un portrait tout en finesse qu'Emmanuel Faure a réalisé. Avec journaliste à France 3 Pays de la Loire d'ailleurs. France 3 Pays de la Loire, exactement. Donc les téléspectateurs le connaissent bien. Et c'est vrai que c'est la découverte d'un homme qui ne rêvait pas d'être un footeux. Et ça, aujourd'hui, toute la jeunesse de France, peut-être aurait
cette envie, mais il voulait être au contact de la nature, comme ses parents qui étaient agriculteurs. Ce livre, il est à déguster sans modération, et puis petit clin d'œil, puisque pour tous les amoureux du ballon rond, eh bien, dans quelques semaines, l'Euro 2024 va se dérouler en Allemagne, précisément du 15 juin au 15 juillet, et donc, vive la France! Est-ce qu'on sait pourquoi on l'appelait le Grand Max? Est-ce qu'on l'apprend dans ce livre? Ah oui, mais bon, il est grand. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il est particulièrement grand. Et puis, quand je l'avais rencontré, je lui ai dit, mais vous m'avez fait pleurer. Il m'a dit non, je vous ai fait rêver. Et j'ai trouvé que c'était formidable. Et une personnalité attachante, de la vie de tous les gens qui l'ont rencontré. Alors, votre coup de cœur, je dirais presque de l'année, si j'ose dire, parce que vous nous en avez parlé de manière totalement dithyrambique. C'est un pavé de 600 pages, au moins. 573, je crois, presque 600. 576, pardon. Allez, on arrondit à 600. Olympisme, une histoire du monde, encyclopédie avec une soixantaine d'auteurs, dont un Sartois dedans. Vous l'avez trouvé? Oui, je l'ai trouvé, Philippe Tétard. Alors, il est maître de conférence à l'université du Mans. Il a publié différents ouvrages. Alors, des ouvrages liés au sport, les pionniers du sport, côté tribune, les édiles au stade et histoire de sport, enquête et chroniques insolites. Bon, dit comme cela, on se dit, mais il n'a pas réalisé les 576 pages. Non, bien évidemment. Il a été le coordinateur de la première partie, c'est-à-dire de la création à 1920. Alors, je ne sais même pas comment commencer pour vous faire cette chronique vis-à-vis de ce livre. Je dirais tout, vous saurez tout sur les JO. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'il y a une anthologie aussi complète en français et qui a été écrite avec l'aide de 60 auteurs. C'est quand même considérable. Non pas de manière journalistique, mais de manière historique. Donc, on s'intéresse à des faits. Il est exceptionnel parce que la maquette est vraiment somptueuse. Ils ont utilisé un papier qui permet de bien mettre en avant les illustrations, la bibliographie pour chacune des villes retenues, puisqu'il y en a quand même un certain nombre, est vraiment... c'est vraiment le livre, j'allais presque dire, le livre parfait pour un éditeur que je suis. Alors, il y a 30 Jeux olympiques d'été, donc de 1896 à 2024, et qui va offrir donc un panorama complet sur chacune de ces Olympiades. Alors, effectivement, c'est un livre qui correspond au catalogue de l'exposition qui a ouvert il y a quelques jours à la Porte Dorée et qui va retracer donc l'ensemble. Voilà, on voit quelques photos à l'écran. Ce livre, moi je pense qu'il faut vraiment se le procurer. Alors après, c'est une somme malgré tout, ce type de livre. 65 €. Oui, pour les passionnés, c'est pas si cher. Non, mais... une place de concert d'une certaine Taylor Swift coûte Je suis pas sûr que tout le monde a envie de lire un pavé sur l'olympisme. Allez, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Détrompez-vous. Parce que Pierre de Coubertin, qui aujourd'hui est un petit peu mis sur la touche, c'est quand même lui qui a réussi à rétablir les Jeux Olympiques en 1894. 2 ans plus tard, on avait les premiers JO. Et écoutez, en 2024, voilà, on a Paris. Petite anecdote quand même. Très rapide. La piscine olympique, les tourelles qu'on appelle aussi Georges Valeret, qui a été créée pour les Jeux Olympiques de 1924, a été réhabilitée et va servir une centaine d'années, donc 100 ans plus tard, pour accueillir des épreuves d'entraînement, de natation et de natation triathlon, pour être précis. Donc voilà, ça c'était un petit clin d'œil. 100 ans après, on retrouve encore des constructions. On n'a plus le temps d'en parler, mais on signale quand même la Formule 1 en 80 tours de l'ami confrère de Ouest France que vous connaissez tous, Guillaume Nedelec. Et Emmanuel Moine. La Formule 1 en 80 tours, un beau jeu de mots relatif à Jules Verne. Question, elle est très rapide. Grégory. On y apprend que la première femme pilote féminine s'appelle Léla Lombardi et qu'elle est encore à ce jour la seule
et unique femme qui a marqué des points en championnat du monde de Formule 1. Et il n'y a eu que 5 femmes qui ont participé, et c'était en 1975 sur le circuit espagnol du Grand Prix d'Espagne. Et je peux vous garantir que c'était pas moi. Si vous voulez en savoir plus, vous ne trouvez pas Laure Gérard dedans, mais vous trouvez donc plein d'autres personnages mythiques de la Formule 1. Voilà. Les invités de demain, Charlotte Gisbert-Pérez, elle participe en juin prochain à un concours de beauté international en Inde. Elle n'est pas que jolie, elle est aussi avocate d'affaires internationales franco-allemand dans un grand cabinet à Paris. Et vous verrez, elle a beaucoup d'ambition pour ce concours et on va la rencontrer demain. Dans la suite, et puis ce soir, c'est mardi, donc... On part à la rencontre des villages et villes de la Sarthe. Avec l'ami Bruno Palmé qui nous emmène à Cormes ce soir et à côté également de la Ferté-Bernard. C'est à côté de la Ferté-Bernard, à côté de la Ferté-Bernard, pardon. Et en dernière partie, le portrait de quelqu'un qu'on connaît bien sur LMTV, qu'on voit souvent. Philippe Duchemin. Exactement. Pianiste de jazz. Voilà pour le programme. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain en direct à 18h30. D'ici là, passez un très bon moment sur LMTV. Bye bye.